Alors, on a souhaité, pour démarrer cette journée, on a souhaité essayer de prendre un peu de hauteur, ce qu'on appelle parfois en termes de management, essayer de faire un peu l'hélicoptère, c'est-à-dire sortir de notre quotidien et puis peut-être réfléchir à l'ensemble de la question, ou en tout cas comment la question se pose. Et donc, on a demandé à des chercheurs de venir nous exposer quels sont au fond les enjeux éthiques d'organisation du faire ensemble et du bien-être au travail. Comment ça va fonctionner? Je vais accueillir Fleur Guy, qui va animer cette table ronde, Monsieur Guillaume Jaubert, qui est maître de conférence en sciences de gestion, responsable du Master 2 Direction, pilotage stratégique des ESMS, IFROS, CRDMS, Université Jean Moulin à Lyon 3, Monsieur Jean-Philippe Pierron, que je suis vraiment très content de rencontrer à nouveau, professeur des universités en philosophie, Université de Bourgogne, directeur scientifique de la chaire Valeurs du soin, qui est aussi un auteur réputé. Et puis Monsieur Didier Vinot, qui est professeur des universités en management à l'IAE de Lyon, Université Jean Moulin, Lyon 3, directeur exécutif de la chaire Valeurs du soin. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, la table ronde à peu près 45 minutes, 55 minutes pour échanger, sous le contrôle de Mme Fleur Guy. Et puis ensuite, vous avez un temps de questions de pratiquement 20 minutes. C'est important de se poser les questions parce que c'est ça qu'on souhaite faire. On souhaite aussi que ce soit fait ensemble cette journée. Et donc, le ensemble, c'est bien sûr que vous puissiez poser des questions à tous les intervenants et que vous ayez le temps de le faire. Donc, préparez-les éventuellement pendant la présentation pour ensuite ne pas hésiter à consacrer le temps nécessaire pour avoir les réponses auxquelles vous souhaiteriez ou à vos interrogations. Fleur, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer ce temps de dialogue croisé entre chercheurs et puis avec vous aussi dans la salle autour des enjeux éthiques et d'organisation du faire ensemble et du bien-être au travail. L'objectif de ce dialogue croisé, ça va être de pouvoir construire un début de problématisation collective sur ces enjeux qui sont assez vastes. Une mise en débat à partir d'approches qui sont pluridisciplinaires. Vous l'avez vu, je ne vais pas représenter les 3 chercheurs qui sont avec nous pour cette table ronde, dialogue croisé. Mais en termes de discipline, nous avons les sciences de gestion qui sont représentées avec Monsieur Jaubert, donc je vous représente quand même, la philosophie avec Jean-Philippe Pierron, et puis le management avec Monsieur Vinot. Donc c'est au croisement de ces 3 disciplines que nous allons questionner ensemble ces enjeux et faire émerger peut-être des tensions ou des convergences et des pistes concrètes autour du faire ensemble du bien-être au travail. Je vais introduire très rapidement, avant de vous laisser la parole, avec l'idée que ce sujet il porte en lui un certain nombre de tensions dont il sera question au cours de la journée et qu'on va commencer à aborder. Donc, Sandrine Amaré a commencé à l'évoquer, mais faire ensemble, mais avec quelles asymétries de pouvoir? Je rentre directement dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de bien-être, qui est concerné par ce bien-être? Peut-on prendre soin dans des organisations contraintes par la performance? Je pose volontairement des questions qui rentrent dans le vif du sujet, mais qui guideront, je pense, la journée. En termes de déroulé, donc, les 3 chercheurs vont tenir un propos introductif d'à peu près 8-10 minutes. Je me permettrai de vous signaler si vous dépassez le temps, avec une approche qu'on a construite plutôt par échelle, on va dire, avec d'abord une approche philosophique à un niveau plutôt macro autour du concept de bien-être, ou en tout cas de voir si on peut parler de concept à propos du bien-être. Ensuite, nous aurons une approche plutôt méso à l'échelle de la société avec Guillaume qui questionnera la désirabilité de ces métiers du prendre soin.
Et puis, on terminera avec Didier Vinot sur une approche plus micro, à l'échelle des organisations et des pratiques concrètes du faire ensemble. Donc ça va nous occuper, on va dire, sur le premier temps de ce dialogue. Ensuite, on rebondira dans un dialogue plus spontané à partir de questions transversales. Et enfin, vous aurez la parole pour des questions pour une vingtaine de minutes. Donc, je ne suis pas plus longue et je laisse la parole à Jean-Philippe Pierron. Bonjour, merci. Merci à tous les organisateurs et organisatrices de ces rencontres. Petit salut à Élodie Lemoine qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui a été aussi à l'impulsion de ces rencontres. Donc voilà, donc sans plus de médiation, je commence. Donc j'aurais quatre observations en fait assez rapidement à formuler. La première, c'est pourquoi ces rencontres. Et je commencerai peut-être par observer qu'il fut un temps où c'était assez impudique de parler du bien-être des soignants, parce que par définition, les soignants, ils sont soignants, et donc ceux qui sont objets de soins, ce sont les malades. Et donc l'impudeur, elle consistait à dire, mais pourquoi prendre soin de soi alors que ça va de soi de faire ces métiers pour cette raison. Cette question, au fond, de cette attention portée aux soins en fait, des professionnels du soin devient un enjeu, n'est plus une impudeur depuis que nous constatons eh bien, ces métiers sont blessés, sont attaqués dans leur cœur même. À plusieurs endroits. Je ne vais pas refaire la liste, mais je les évoque quand même. On n'arrête plus de parler de souffrance au travail, on n'arrête pas de parler d'épuisement professionnel, on applaudit les soignants quand il le faut, et très vite on oublie pourquoi on l'a fait. Et puis, plus loin encore, ou plus profondément encore, mais très silencieusement, on assiste à une grande démission du travail des professionnels du soin. Le turnover chez les infirmières effrayant pour les responsables d'instituts de cadre ou de formation de soins infirmiers, on le sait, 3 ans et demi comment dire, de durée de la formation après 3 ans de formation, ça pose quand même question. Bref, cette question donc du bien-être, elle se fait ou elle se pose sur une toile d'arrière-plan en fait qui est problématique, et dont une des expressions puisque c'est un espace éthique qui nous invite aussi, bien une des formes en fait de ces souffrances professionnelles se configure autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la souffrance éthique. Je m'arrêterai quelques instants sur ce qu'on entend ou ce qu'on peut appeler par souffrance éthique. De certaine manière, ce qui se joue là, c'est une déstabilisation d'abord la remise sur le chantier d'abord de la frontière entre identité personnelle et identité professionnelle, hein, question de congruence entre pourquoi je fais ce que je fais dans mon travail, qu'est-ce que j'y engage. Autrefois, dans une autre langue, dans un autre temps, on parlait de la vocation soignante. C'est plus une langue qu'on utilise. Depuis les années 90, je me rappelle des manifs infirmières. Infirmière disait, infirmière, c'est une profession, c'est pas une vocation. Mais en tout cas, cette question du langage qui sert à dire nos métiers est effectivement en question. Et donc cette notion de souffrance éthique, ce qui la caractérise, pourrait-on dire, c'est une forme de déstabilisation des identités professionnelles et personnelles. Déstabilisation en raison des fragilisations et des déplacements des défenses à la fois psychiques et éthiques, au fond des sujets, liées à l'organisation, à la nouvelle organisation du travail. C'est qu'en fait, cette souffrance, elle consiste à observer que ce qui, à un moment donné, permettait d'accepter de continuer de faire du travail dans des contextes qui étaient dégradés, eh bien, dans la souffrance éthique, consiste à dire qu'on n'accepte plus, au fond, ces situations, bref, de contribuer à des manières de faire qui peuvent être parfois, du point de vue technique ou du point de vue moral, j'utilise ce vieux mot, eh bien, sinon détestable, du moins pas désirable. Donc il y a ce premier enjeu. Le second enjeu, ça a déjà été rappelé, et le fait que les premiers qui ont pris la parole aujourd'hui avaient un rôle, enfin, ou ont un rôle institutionnel et décisif. Deuxième observation, c'est que nous sommes les contemporains d'une étrangeté. Bon, j'étais dans un hôtel hier soir parce qu'il fallait que je puisse être là à l'heure ce matin, et l'hôtel dans lequel j'étais participe, comme beaucoup d'entreprises françaises,
depuis la loi Pacte, de la revendication d'être une entreprise à mission. Et ce qui me frappe, c'est le décalage entre le fait que le monde, si vous voulez, économique, qui pendant très longtemps a pensé que l'on attend des entreprises en fait qu'elles soient rentables, qu'elles soient profitables. Eh bien, le monde des entreprises aujourd'hui réinvente la définition de l'entreprise en disant on peut avoir d'autres missions que la profitabilité, comme par exemple celle d'une forme d'hospitalité pour l'hôtel en fait qui m'accueillait. Et paradoxalement, de l'autre côté, eh bien, c'est la question de la mission de ces établissements qui ne sont pas des entreprises, qui est engagée pour les établissements de santé au sens très très large du terme. Et pourquoi cette question se pose? Eh bien, elle se pose, pour le dire de façon trop rapide, on pourra en discuter, bien en raison du fait que il n'y a pas de limite au champ d'extension en fait du marché, et qu'une bonne partie d'un certain nombre de secteurs que pendant longtemps on trouvait non profitables, eh bien, peuvent le devenir. L'éducation, les loisirs, la santé. Et donc, ce qu'on appelle néolibéralisme, pour le dire un peu rapidement, c'est l'extension des manières, enfin, du champ du marché à des champs qui jusque-là n'étaient pas profitables, ce qui, dans le champ de la santé, se traduit par l'idée simple que eh bien, la santé, ça peut devenir une industrie. Et si ça peut devenir une industrie, il faut alors lui appliquer les méthodes qu'on connaît dans l'industrie pour en améliorer l'efficacité, la productivité, puisqu'en fait, il y a maintenant des chaînes actives de patients, hein, des longues chaînes, hein, qu'il s'agit en fait de faire rentrer dans la grande machinerie de l'industrie de santé. Qui pose une question, hein, c'est qu'il ne s'agit pas de contester des méthodes, hein, mais il s'agit de questionner effectivement comment en fait, ces logiques bien, refigurent, ou en tout cas remettent sur le travail l'idée même de mission, et au fond la question du bien-être ou du faire ensemble est questionnée par ça. Ça amène une troisième observation qui nous amène ou qui nous conduit autour justement de ce problème de qu'est-ce que ça veut dire faire ensemble. Dans le champ d'une industrie de la santé, j'utilise le terme comme ça, on pourrait creuser un petit peu ce qu'on veut dire quand on dit ça. Hein. Mais disons, ce qui caractérise, c'est que dans une logique de type industriel, eh bien, les questions de productivité ont leur importance. Je ne vais pas parler ici de benchmarking quand on veut comparer les performances d'un établissement ou d'un service de soins par rapport à un autre, hein, mais ce sont des pratiques qui ont lieu, hein, et donc qui posent un tas de questions. Mais en tous les cas, pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement ces établissements ou ces services de soins ou ce dispositif de soins eh bien, relèvent en fait d'une logique de type industriel, eh bien, on y voit s'y déployer un certain nombre de rationalités. Dans le monde médical, finalement, on a deux types d'épistémologie fortement structurantes. D'un côté, les épistémologies biomédicales, donc les savoirs médicaux ou paramédicaux, et puis un deuxième type d'épistémologie représenté par mes deux voisins, c'est-à-dire celle des sciences des organisations et de gestion qui structurent la manière de travailler. Ce sont des épistémologies qui, comme toute épistémologie, sont l'objet de discussions, de disputes. Il n'y en a pas une. Mais de fait, ce qui caractérise, c'est comment on organise le travail. Il y a des sciences, des organisations, au pluriel. Et donc, il y a des concurrences de modèles entre celles-ci, on vous en parlerait. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est qu'une bonne partie de ces sciences, des organisations, ont mis l'accent très vite sur l'idée que bien, il faut apprendre à rationaliser, le faire ensemble par des pratiques de coordination fonctionnelle. Il faut coordonner de façon fonctionnelle pour que le travail de soins puisse avoir lieu tout le temps, 24 heures sur 24, puisque c'est le service qui est rendu. La grande question, c'est que la coordination, c'est un service rendu à l'organisation du travail, mais coordonner, est-ce que ça suffit ? Pour le dire simplement, au fond, la grande difficulté, je crois, qui vient altérer la question du faire ensemble, c'est quand la coordination est prise pour une fin en soi, au détriment des pratiques du travail ensemble, qui sont des pratiques de coopération. Bref, coordonner le travail, c'est décisif. Hein. Le dispositif par excellence de ça, c'est le planning. Hein. Quand on est cadre de santé, le gros problème, c'est il faut que mon planning il soit rempli. Mais qu'est-ce que c'est que le planning ? C'est un outil de coordination. Mais ce n'est pas une fin en soi. Enfin bref, c'est un moyen ou est-ce une fin ? Et au fond, la grande difficulté du faire ensemble, c'est quand la question de la coordination eh bien, écrase tous les enjeux attachés aux pratiques de coopération.
ça attaque, ou en tout cas, ça vient discuter ici justement ce que c'est que faire ensemble, c'est-à-dire plus précisément sur ce que c'est qu'un collectif. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un collectif, je renvoie ici aux travaux de Jean Houry, par exemple, en psychiatrie institutionnelle, mais on pourrait le trouver dans d'autres ensembles. La question du collectif, nous la connaissons tous quand on est enseignant, c'est le problème de la rentrée scolaire. Comment faire en sorte qu'un rassemblement devienne une assemblée? Il ne suffit pas d'être rassemblé pour faire classe. Pour le dire autrement, comment un tas devient-il un tout? Eh bien, c'est ça le problème du faire ensemble. C'est-à-dire, je le dis de façon rapide parce que c'est pas simplement une punchline, c'est une question. Je suis obligé de dire rapidement quelque chose qui est plus subtil que ça. Mais donc, bref, il faut discuter ça. Autrement dit, il y a deux logiques qui sont à mettre en travail ici. Une logique de l'établissement qui met l'accent sur les protocoles, les procédures, la structuration qui procure, enfin, qui organise un rassemblement. Mais cette logique des établissements peut être portée par une visée éthique qui est celle des institutions instituantes, qui à la fois soutient des collectifs de travail et les acteurs en leur sein. Enfin, pour terminer, quatrième point, la question du bien-être dans le cadre du faire ensemble. Qu'est-ce que ça a comme enjeu? Le bien-être, à sa manière, c'est la réplique à toute cette dimension morbide que j'ai signalée en commençant tout à l'heure autour des problématiques de souffrance. Seulement, cette catégorie du bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est un pansement ou est-ce que c'est un outil d'analyse? On peut en faire un pansement, et si c'est le cas, il y a deux solutions. Vous psychologisez les enjeux. C'est que finalement, si vous avez un mal-être au travail, si vous êtes un peu fragile, faites quelque chose, psychologisons. Ou si ce n'est pas psychologisé, d'une certaine façon, ramenons ça à simplement des réponses stratégiques individuelles. Prenons soin des individus en dépolitisant les enjeux. Faites du coaching, si vous avez besoin d'être un peu rassuré dans votre identité professionnelle, vous voyez ce genre de choses. Ou bien, donc la question que ça pose, c'est est-ce que la catégorie du bien-être est une catégorie psychologique, ou est-ce qu'elle est une catégorie éthique à portée critique? Si c'est ainsi qu'on la conçoit, alors bien faire ensemble, c'est questionner où sont les espaces où il est possible collectivement de réfléchir sur ce que nous cherchons à faire, où sont nos fins, bref, où nous remettons sur le métier, une fois de plus, comme toujours, finalement, le sens des fins sur celui des moyens. Il y a des expériences, en fait, qui sont menées à ce titre. On en parlera cet après-midi. Donc, on en reparlera tout à l'heure pour l'après-midi. J'ai fini pour ma part. Donc, sans transition, je vais d'abord peut-être indiquer d'où je parle. Et notamment, cette année, j'ai conduit des travaux sur l'image métier dans les services à la personne. Et finaliser aussi des recherches, en tout cas des recherches-actions sur la question des maltraitances sur les adultes en situation de vulnérabilité. Et en gros, la question fil rouge que je vais essayer de poser dans cette petite présentation, qui va recouper des éléments déjà présentés, c'est pourquoi les métiers qui permettent à notre société de tenir debout sont-ils devenus des métiers si peu désirables? Je parle ici des métiers du soin, du social, de l'éducation, de l'accompagnement, plus largement de tous ces métiers de l'utilité sociale, souvent exercés dans des institutions de services publics ou assimilés. Ce sont des métiers qui produisent du lien, des métiers qui réparent, des métiers qui soutiennent les vulnérabilités, des métiers qui maintiennent une société vivable. Et pourtant, ce sont souvent des métiers qui, pour certains d'entre eux, souffrent d'un déficit de reconnaissance, parfois doublé d'un déficit d'attractivité, voire d'un déficit de considération symbolique. Nous le voyons très concrètement, certaines formations au concours recrutent difficilement, les établissements et services peinent à fidéliser, des professionnels quittent leur métier et se reconvertissent, et les jeunes hésitent à y rentrer. Alors évidemment, les réponses à apporter sont souvent techniques. On parle des salaires, on parle des conditions de travail, on parle du temps de travail, du management, et tout cela est évidemment essentiel. Mais je crois qu'on peut aussi poser une question, c'est qu'est-ce que nos sociétés disent réellement de ces métiers d'utilité sociale? Et il me semble qu'il existe un paradoxe très puissant, ces métiers sont absolument indispensables au fonctionnement collectif,
mais ils sont simultanément perçus comme des coûts. Dans notre manière de penser l'économie, ils apparaissent souvent comme des charges à contenir, davantage que comme des investissements collectifs. Or, soigner, accompagner, éduquer, protéger, créer du lien social, ce sont précisément des investissements de moyen et de long terme. Quand on soigne correctement aujourd'hui, on évite des coûts humains, sociaux et économiques de demain. Quand on accompagne dignement les vulnérabilités, on renforce la cohésion sociale de notre société. Quand on éduque, quand on soutient les familles, quand on prévient les ruptures, on produit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une société plus solide, plus unie, donc plus vivable. Mais cette valeur-là reste, à mon sens, difficilement visible dans nos indicateurs économiques classiques, parce qu'elle ne produit pas immédiatement de valeur ajoutée au sens de la comptabilité nationale. Une question pour continuer mon fil rouge, c'est comment une société finit-elle par dévaloriser précisément les activités qui permettent sa propre continuité? Cette tension est devenue particulièrement visible lors du Covid. Nous nous souvenons tous des applaudissements, tous les soirs. Les soignants étaient présentés comme des héros, les travailleurs sociaux comme indispensables, les métiers du lien comme essentiels. Mais il faut aussi avoir, à mon sens, l'honnêteté de le dire, qu'il y a eu un décalage entre cette reconnaissance symbolique et la faiblesse des transformations qui ont suivi le Covid. On a célébré ces métiers sans véritablement transformer les structures qui les fragilisent. On a applaudi, mais on a peu réinterrogé notre rapport collectif aux soins, aux liens, à la dépendance, à l'accompagnement. Ces métiers ont aussi, à mon sens, une particularité assez intéressante. C'est des métiers qui assez souvent sont, entre guillemets, enchantés. Source de Weber. C'est des métiers où la question de la vocation revient constamment. Historiquement, c'est pas étonnant. Beaucoup de ces professions sont issues d'histoires religieuses, charitables et militantes. On retrouve encore aujourd'hui cette idée qu'il faudrait exercer ces métiers par passion, par dévouement, presque par sacrifice. Mais lorsqu'on interroge les professionnels, moi je parle des professionnels les moins qualifiés dans les services à la personne, on observe quelque chose de plus complexe. La vocation est rarement le moteur principal de l'entrée dans le métier. Les récits de vie nous disent plutôt que l'entrée dans le métier, elle est liée à des événements, à des accidents de la vie. Mon mari est malade. Je dois concilier vie pro et vie perso parce que je suis une jeune mère avec 2 enfants célibataires. Je dois me reconvertir de manière contrainte parce que j'ai une inaptitude. Donc c'est pas la vocation qui fait qu'on choisit ce métier-là. En revanche, la vocation, elle joue un autre rôle, c'est celle de faire tenir dans le métier. Et le point important, c'est qu'on observe fréquemment que les professionnels qui ne parviennent plus à donner du sens à leur activité, ce sont ceux qui vont quitter l'organisation. Autrement dit, la question de la fidélisation n'est pas uniquement une question économique, même si c'est un point important. On ne travaille pas gratuitement juste pour le plaisir de travailler, mais c'est aussi une question de reconnaissance symbolique et existentielle. C'est comment continuer à exercer lorsqu'on a le sentiment que son travail est invisible, empêché ou dévalorisé. D'autant que l'image sociale de ces métiers, et souvent des métiers les moins qualifiés, est souvent profondément contradictoire. Alors dans les recherches menées, on a distingué 2 éléments, ce qu'on appelle l'image interne du métier, c'est-à-dire ce que moi, en tant que professionnel, je pense de mon métier, ce que je l'aime et ce que je n'aime pas, et l'image externe interprétée, c'est-à-dire ce que je pense que les autres pensent de mon métier. Je suis huissier de justice, j'adore mon métier, il est divers, il y a de l'écriture, il y a du terrain, etc. Mais je sais que tout le monde pense que je vais saisir les meubles. Et dans le cas des métiers du care, l'écart entre ces 2 éléments peuvent être assez violents. Dans les services à la personne, beaucoup de professionnels ont le sentiment que leur métier, leur travail est mal compris, réduit à des tâches techniques et domestiques, alors même qu'ils mobilisent des compétences relationnelles, émotionnelles et organisationnelles complexes. Ce ne sont pas simplement des aides ménagères,
ce sont de véritables professionnels de l'accompagnement de la dépendance à domicile. Et au moment où nos politiques publiques encouragent la désinstitutionnalisation, ce sont ces professionnels qui vont se retrouver en première ligne face aux vulnérabilités et parfois aussi face aux maltraitances à domicile. Or, ces maltraitances restent encore aujourd'hui largement invisibles, contrairement aux maltraitances en établissement, dont tout un certain nombre d'affaires médiatiques ont permis de prendre conscience de ces difficultés. Et elles sont aussi invisibles parce qu'elles ne relèvent rarement d'un individu malveillant. Ce sont des maltraitances qui sont produites par des défauts de coordination entre les proches, les professionnels, les administrations et le dispositif de l'aide. Autrement dit, des formes de maltraitance institutionnelle sans responsable clairement identifiable. Enfin, et pour terminer sur un dernier point, ces métiers du social et du soin s'exercent très souvent dans des associations gestionnaires, des organisations qui portent des valeurs humanistes fortes, de solidarité, de démocratie, d'intérêt général et de finalité sociale. Et pourtant, et c'est une difficulté qu'il faut pouvoir penser lucidement, ces organisations peuvent aussi produire de la souffrance au travail, parfois précisément au nom de leur mission. Comme on dit dans l'économie sociale et solidaire, statut ne fait pas vertu. Là, je fais référence à un ouvrage de sociologue qui s'appelle « C'est pour la bonne cause », qui montre que l'engagement, la vocation, la cause collective peut devenir des mécanismes qui conduisent les professionnels à accepter l'inacceptable, à taire leurs difficultés, à s'épuiser au nom des autres. Comme si le sens du travail pouvait compenser durablement le manque de moyens, les contradictions organisationnelles ou les violences institutionnelles. Et je crois qu'il faut être vigilant collectivement à cela, parce qu'une organisation qui prend soin ne peut pas durablement reposer sur le sacrifice silencieux de ceux qui travaillent en son sein. Pour conclure et revenir sur la question du faire ensemble, ce n'est pas seulement coordonner des tâches ou organiser des plannings, c'est reconnaître la valeur des interdépendances, c'est reconnaître que certaines activités sont essentielles, même lorsqu'elles ne sont pas immédiatement rentables. Le soin, le care n'est pas une charge, c'est une condition de possibilité de la vie collective. Et peut-être qu'au fond, la question de la désirabilité des métiers du care nous dit quelque chose de plus large. Elle nous oblige à nous demander quel type de société nous voulons réellement construire. Voilà. Merci. Ouais, je donne le micro directement à Didier Vinot. Eh bien, bon, on va continuer avec un regard complémentaire. C'est le but de ces tables rondes croisées. Donc, moi, c'est à titre de chercheur dans deux institutions que je vais m'exprimer. Donc, dans le cadre de la chaire Valeurs du soin qui a été mentionnée, mais je dirige également le laboratoire de recherche en ressources humaines de l'IAE, École universitaire de management de Lyon. Alors, c'est intéressant de poser le thème du faire ensemble et bien-être au travail, parce que si on le pose d'emblée pour une journée, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Or, c'est ça qui est curieux. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas de soi? Parce que ça devrait être naturel de mettre la question du bien-être au travail quand on est dans un collectif. Donc le poser d'emblée signifie qu'il y a un paradoxe. Qu'en tout cas, il y a un décalage, qu'il y a une crise qui s'est créée, qui s'est mise en place. C'est autour de ça que je souhaiterais cheminer avec vous pour quelques minutes. Prendre soin des autres, ça suppose en amont de prendre soin de ceux qui soignent. Cette évidence, pourtant, n'a jamais été vraiment traduite en principe organisationnel ni en pratique managériale systématique. En tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé relativement récemment dans le langage managérial ou dans les problématiques posées par le management. Ça veut dire qu'il faut poser d'emblée la question en termes structurels et non pas conjoncturels. La crise du faire ensemble dans les organisations sanitaires et sociales, ce n'est pas une crise de moyens. Même si dans les discours, on entend qu'il y a des problèmes de manque de moyens. Bien sûr qu'il y a des manques de moyens. Mais le manque de moyens, la crise des moyens, c'est le haut de l'iceberg. Il faut regarder ce que ça cache plus profondément.
le manque de moyens, il aggrave la crise en place. C'est d'abord une crise de sens, une crise des valeurs qui fondent et qui orientent l'action collective dans le domaine du soin en général. Alors, je vais essayer d'illustrer en trois points, et puis s'il me reste un petit peu de temps, un quatrième, mais on verra après. Tout d'abord, premier regard sur la crise, je parlerai d'une crise de gestionnite. La gestionnite est une pathologie organisationnelle. Elle se traduit par quoi? D'abord, par 30 ans de nouveau management public appliqué aux soins. Rassurez-vous, dans le médico-social, ça arrive, et dans le social, ça arrivera. Donc le nouveau management public n'a rien de nouveau. Enfin, rassurez-vous ou inquiétez-vous. Il n'a rien de nouveau. Il a progressivement, depuis les années 90, transformé l'hôpital et les organisations de soins en entités soumises aux mêmes exigences que les entreprises marchandes. Efficience, contrôle de gestion, standardisation des activités, réduction des coûts. Et ce faisant, il a introduit une contradiction radicale au sein même du soin. Alors, un des exemples, un des outils traceurs, si vous voulez, qu'on connaît bien dans le monde de la santé, c'est la T2A, dans une moindre mesure les contrats d'objectifs et de moyens, les indicateurs qualité liés à la certification. Bon, ce n'est pas des dispositifs qui, en tant que tels, sont mauvais. Il y a toujours une justification rationnelle qui explique qu'il y a de bonnes raisons pour les mettre en place. Et ces bonnes raisons, on peut les entendre. Le problème, il est ailleurs. C'est que ces dispositifs ont progressivement redéfini ce qui compte dans le travail soignant, pour reprendre une expression que Jean-Philippe Pierron aime bien aussi utiliser. Il y a ce qui compte, et ce qui compte, je plagie mon voisin, mais je l'aime bien celle-là. Le problème, c'est pas que ces outils de certification, d'accréditation, tout ce qu'on veut, soient faux. Ils ne sont pas faux. Ils capturent une partie limitée de la réalité du soin. Ils capturent des actes techniques mesurables. Et ils mettent de côté, ils mettent dans l'ombre tout ce qui fait la qualité relationnelle du travail, la présence, l'écoute, la confiance, la continuité du lien. Cette logique produit ce qu'on peut appeler, avec Alain Supiot, une gouvernance par les nombres, ou avec Foucault, une forme de biopouvoir qui va administrer le vivant, les corps et les pratiques en les réduisant à leur seule dimension quantifiable. Alors pourquoi elle marche bien? Parce qu'elle est redoutablement efficace. Elle est efficace pour mesurer ce qu'elle a préalablement décidé de mesurer. Mais elle est aveugle structurellement à tout ce qui résiste à la quantification. Deuxième point, la QVCT, puisque c'est quand même un thème très important dans le domaine du bien-être au travail, donc la qualité de vie et des conditions de travail, c'est évidemment une réponse tout à fait nécessaire, mais je le dis d'emblée, insuffisante. La qualité de vie et des conditions de travail, qu'on appelait autrefois QVT, on reviendra dessus si vous voulez, sur ce que signifie le glissement sémantique, pourquoi on a introduit le C, elle représente une avancée réelle dans la prise de conscience des enjeux du bien-être au travail, c'est indéniable, on ne va pas bouder. Notamment tout le travail qui a été pu faire autour de l'ANACT depuis 2013, et puis plus récemment la loi de santé au travail, ont institutionnalisé cette approche. Mais on observe trop fréquemment que la QVCT, mise en œuvre dans les organisations, se trouve réduite à une logique de mesure des risques psychosociaux. Et je reviendrai sur ce point si vous le souhaitez. La qualité de vie au travail, ce n'est pas les RPS. C'est beaucoup plus que ça. Ceux qui en sont les spécialistes le savent et en parlent, mais dans les pratiques, c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop assimilé à la mesure des risques. C'est-à-dire une approche négative, centrée sur la pathologie plutôt que sur la santé au travail. Or, il y a profondément une différence de nature entre mesurer la souffrance et créer les conditions du bien-être. Et si vous voulez créer les conditions du bien-être, vous ne pouvez pas le faire avec les outils de mesure de la souffrance. Il faut utiliser d'autres outils, il faut en inventer d'autres. Encore faut-il avoir le temps. Je voudrais ensuite aborder le sujet de l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle qui se trouve elle-même prise dans un paradoxe qui est entre les conditions du bien-être et des enjeux éthiques.
D'abord, mes collègues l'ont évoqué avec leurs mots, l'autonomie, c'est déjà une condition de l'engagement. La question de l'autonomie professionnelle dans des organisations de soins, elle est ancienne et elle est renouvelée. Elle est ancienne parce que ces professions, et en particulier la profession médicale, a historiquement fondé son identité sur le colloque singulier. Un espace irréductible de la relation entre le médecin et son patient. Mais elle est renouvelée parce que les 30 ans de managérialisation de l'hôpital ont progressivement érodé cet espace, créant une forme de frustration qui peut expliquer, pas toute seule, mais enfin qui peut expliquer le désengagement professionnel. Alors, il faut bien comprendre que l'autonomie, dans les métiers du soin au sens large, c'est pas un luxe. C'est pas le supplément d'âme qu'on sort du tiroir quand il reste un petit peu de temps ou un petit peu de sous. C'est une condition du bon soin. Un professionnel de santé sous pression constante de protocoles standardisés, contraint dans l'exercice de son jugement clinique, ne peut pas mobiliser pleinement les ressources cognitives ou relationnelles que le soin requiert. Et les psychologues du travail, pour le coup, sont unanimes sur ce point. La perte de marge de manœuvre, c'est un des facteurs les plus probablement associés à l'épuisement professionnel. Si les professionnels du soin sont épuisés, ce n'est pas parce qu'ils travaillent trop, c'est parce qu'il y a une déconnexion entre ce qu'ils font et l'idée qu'ils se font de leur mission. On peut être épuisé de ne rien faire, ou de mal faire. Alors, se pose du coup la question de l'autonomie encadrée ou d'une autonomie substantielle. Parce qu'il faut quand même se garder d'une vision naïve de l'autonomie professionnelle. Vous avez ces deux types d'autonomie-là qui sont posés. Ce que j'appellerais l'autonomie de discrétion, la latitude dans l'exécution des tâches. Quelle latitude on donne aux professionnels, et l'autonomie substantielle, la capacité à définir les fins et le sens de son activité. Le premier type, donc l'autonomie, la latitude dans l'exécution des tâches, a été réduit par la mise en place et la généralisation des procédures. Mais le second est plus rarement interrogé. Et il est paradoxalement peut-être plus déterminant pour le sens du travail. Un professionnel qui va se sentir associé à la mission collective sur son service, qui peut formuler ses valeurs et mieux confronter ses convictions à ses pairs, eh bien, dispose d'une ressource de sens. Alors, vous voyez qu'on arrive, ça sera ma conclusion, à un problème de la gestion des injonctions paradoxales, au fond. Il ne faut pas les nier, ces paradoxes. Ils sont au cœur des métiers du soin. Le métier du soin n'est pas un métier univoque. C'est un métier qui, par construction, se situe dans des tensions et dans des paradoxes. Donc, peut-être que la question du management, aujourd'hui, c'est justement de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser ces paradoxes, comment proposer des conditions organisationnelles d'une autonomie professionnelle saine. Alors ça nous renvoie à une perspective que je lance à l'Assemblée, et puis on verra si vous souhaitez qu'on revienne dessus. C'est sans doute que pourrait prendre la forme d'une éthique du care et des pratiques managériales. Et c'est peut-être sur la base d'une éthique du care que l'on pourrait refonder ce faire ensemble qui est au cœur de cette journée. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour ces propos introductifs, pour le respect du temps qui va nous permettre d'avoir un vrai temps d'échange et qui montre aussi toute la complexité de la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Par rapport à ces trois propos, je retiendrai la diversité quand même des secteurs et des métiers qui nous occupent aujourd'hui. J'ai insisté dans mon introduction sur l'approche pluridisciplinaire, mais c'est vrai qu'on a bien vu là dans vos propos qu'on parle à la fois de la santé, de l'hôpital, des infirmières, infirmiers, du social, du médico-social, de l'aide à domicile. Donc une très grande diversité. Et je pense que dans les tables rondes, on sera amené aussi à rentrer un peu plus dans le détail et à voir comment les processus là que vous avez amenés se déclinent aussi de manière peut-être plus spécifique en fonction des secteurs et des métiers. Pour le temps d'échange, je voudrais aborder une question en particulier, puis j'en aurai une autre par la suite, mais sur... finalement, la définition du collectif.
qui a été un point central, et sur cette question du faire ensemble. La table ronde qui va suivre notre dialogue porte sur la paire aidance, sur les savoirs expérientiels. On a beaucoup parlé de professionnels pour le moment, et j'aimerais bien vous entendre aussi sur la place des personnes concernées dans ce faire ensemble et ces collectifs, finalement. Voilà. Ces personnes, on les qualifie de manière très différente. En fonction du point de vue que vous adoptez, ça sera des patients, des bénéficiaires, mais ça peut être aussi des usagers, des citoyens, bon, bref. Donc la qualification de ces partenaires, qui ne sont pas au départ des professionnels, dit déjà beaucoup de la manière avec laquelle on veut les impliquer dans le dispositif organisationnel. Bien. Donc de qui parle-t-on? D'usagers, de patients, de représentants, d'aidants. Donc là, il y a des variétés sémantiques qui ne sont absolument pas neutres. Mais ça, c'est des choses que vous connaissez sans doute assez facilement. Moi, je voudrais peut-être mettre l'accent sur autre chose. C'est la nuance entre participation et représentation. Il y a eu un gros amalgame qui a été créé déjà depuis 20 ans, dans le cadre dans la loi de 2002, mais qui est peut-être pas complètement évacué aujourd'hui. C'est que quand vous êtes quelqu'un qui est bénévole ou aidant et qui voulait participer à l'organisation des prises en charge, vous le faites à quel titre? Au titre d'un représentant, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez un mandat qui vous a été confié par des gens que vous représentez. Et à ce titre, vous ne parlez pas forcément en votre nom propre, comme par exemple victime ou participant du système, mais comme représentant d'un collectif. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Alors que la participation de l'aidant, de l'usager, de sa famille ou autre, c'est autre chose. C'est le recours à une expérience particulière, à un vécu, qui va permettre de faire évoluer la prise en charge des patients ou des personnes souffrantes ou en situation de handicap. Je crois qu'on a un petit peu trop tendance parfois à faire l'amalgame entre ces rôles et que aussi bien du côté des professionnels, enfin de ceux qui sont en gros payés, parce que c'est ça, dans le fond, un professionnel, c'est quelqu'un qui a un salaire en échange de son activité. Et puis ceux qui agissent de manière plus bénévole, mais il y a peut-être un amalgame de ce côté-là. Alors certes, il y a des expérimentations qui sont faites, puisque vous avez des patients salariés aujourd'hui, qui sont embauchés comme professionnels salariés par des institutions de santé. Et je trouve que l'initiative est en soi intéressante, mais d'un point de vue conceptuel, elle m'interroge. Mais c'est très bien, expérimentons. Mais je reviens à ce que évoquait Guillaume tout à l'heure, la bonne cause ne justifie pas tout. Moi, je répondrais d'un autre endroit. Je me suis demandé en fait pourquoi cette journée a été placée sous la rubrique générale des états généraux de la bioéthique. États généraux, c'est une vieille langue en fait empruntée aux révolutionnaires autour d'une problématique de l'Assemblée. Et en fait, une assemblée qui proclame ce qu'elle cherche à faire vivre autour d'une certaine idée qu'elle se fait de sa communauté historique. Donc, qu'est-ce que nous proclamons aujourd'hui? C'est un peu la question que je voudrais nous poser relativement à la vôtre. Et quand Guillaume observait que les métiers du lien, je reprends cette formule, sont des métiers où on expérimente un certain nombre de compétences sociales, d'attention, d'empathie, de disponibilité, de courage, enfin, on pourrait faire, etc. En fait, il y a un enjeu qui consiste à dire quelle conception de l'humain soutient-on lorsqu'on veut porter cela, et comment peut-on le faire entendre, non seulement à l'intérieur du monde soignant, mais à l'intérieur du monde, enfin, à l'extérieur du monde tout court. C'est-à-dire, en fait, un état généraux, qu'est-ce qu'il proclame à la société, de quel type de manière nous avons d'envisager ce que ça veut dire
vivre ensemble, sachant et n'ignorant pas l'expérience de la vulnérabilité, de la maladie, du handicap ou de la dépendance. Donc, autrement dit, le fait qu'effectivement que les patients, certains en tout cas, ne veulent plus être des patients, puis le sida, etc., il y a cette idée de déplacement de la focale sur une compréhension renouvelée de ce que signifie traverser la vulnérabilité. Ça questionne le fait qu'effectivement le monde du soin porte une certaine idée de ce que sont les interactions humaines autour de la relation, qui entre en débat vigoureux avec une autre conception du monde humain qui consisterait à dire que nous serions tous des héros individuels, qui se seraient faits eux-mêmes et qui réussissent parce qu'à la force du poignet, enfin bref, il y a un conflit. Et bon, les paradoxes qu'évoquait Didier, le paradoxe, c'est que évidemment, les logiques industrielles qui viennent structurer le monde du soin portent une idéologie contradictoire avec ce qui s'y vit et ce qui s'y déploie. Et donc, donc voilà, donc autrement dit, il y a des états généraux. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cadre-là? Donc sur la place des personnes concernées, en tout cas dans les collectifs, il me semble une chose à souligner quand on parle de collectif, c'est que de fait, dans n'importe quel collectif, il y a des rapports de domination. Et on n'est jamais complètement égal dans un collectif. Quand on parle, par exemple, en management de co-construction, qu'on veut faire ensemble, si vous mettez des médecins, des maîtresses de maison, des aides-soignantes dans la même réunion, tout le monde n'aura pas les mêmes ressources, les mêmes capacités linguistiques à prendre la parole, à imposer son tempo, son idée, etc. Et donc, effectivement, la question du collectif, elle se pose en management sur, effectivement, comment on arrive à trouver des dispositifs pour que chacun puisse s'exprimer et co-construire. Et elle se pose d'autant plus quand on fait participer des personnes concernées qui, par nature, en tout cas par construction, peuvent avoir une vulnérabilité plus ou moins longue si elles sont patientes, en situation de handicap, en difficulté sociale, etc. Donc il y a cette question du comment on fait un collectif qui permet, comment dire, de prendre en compte ces asymétries de position dans ce collectif-là. Et puis, deuxièmement, je vais prendre plutôt un exemple là, lié à la question du handicap, c'est que vous avez des institutions aussi qui considèrent les personnes concernées de manière différente. J'évoquais ce matin avec une directrice qui va intervenir cet après-midi la difficulté dans le handicap de mobiliser l'institution scolaire. Et notamment l'institution scolaire, elle ne considère pas les personnes concernées, je vais le dire de manière un peu caricaturale, qui sont les élèves, comme des sujets. C'est des objets de l'institution. Alors que dans le handicap, on a 25 ans de loi qui mettent en avant que les personnes en situation de handicap doivent être des sujets de leur parcours. Et donc, quand vous avez une institution qui est organisée sur le modèle d'une usine de la production de connaissances, où on met des gamins par paquet de 30, puis on les sélectionne de la maternelle jusqu'au baccalauréat en les éliminant, c'est contradictoire avec ce que cherchent à faire les politiques publiques du handicap, qui est de dire, mais en fait, on doit accompagner les personnes à ce qu'elles aient la possibilité de construire leurs propres choix, leurs propres décisions citoyennes, etc. Donc, cette question des personnes concernées, elle se pose d'un point de vue très micro dans comment on existe dans un collectif de travail, d'accompagnement, etc. Et elle se pose aussi d'une personne plus macro, enfin d'une question plus macro sur la manière dont les institutions les considèrent, en tout cas dont les règles de politique publique les conçoivent. Peut-être avant de laisser la parole à la salle, il y a un point aussi sur lequel je voulais vous questionner. Juste pour revenir avant sur la question des personnes concernées, je trouve intéressant, je pense que le terme de vulnérabilité est arrivé là, alors qu'il me semble qu'il n'était pas présent
dans le propos introductif, alors que finalement, si je me rappelle bien de ce que vous avez dit sur les personnes qui rentrent dans le métier d'aide à domicile, je pense qu'il y a aussi un partage de cette vulnérabilité et que parfois on peut penser, en tout cas quand on pense la question du bien-être au travail, etc., peut-être un partage de cette vulnérabilité. Et voilà, je me dis que c'est peut-être aussi un élément qui a creusé par rapport à cette vigilance institutionnelle aussi qui était abordée. Vous avez été deux à mentionner le Covid et ce moment voilà, de reconnaissance très marqué pour le travail des soignants. Depuis cette période-là, on a vu des transformations importantes du travail, de l'organisation du travail, avec notamment l'arrivée du télétravail. Quand on parle d'espace, alors que ce soit le nôtre là, mais aussi d'espace dans les organisations, voilà, qui permettent une mise en débat, des espaces de réflexion éthique, finalement, on peut se questionner aussi sur l'impact de ces transformations liées au télétravail, voilà, sur le faire ensemble, sur la manière dont un collectif peut continuer à s'organiser, à fonctionner ensemble. Donc, voilà, peut-être cette dernière question transversale avant d'ouvrir le débat avec le public. Je risque de répondre un peu à côté, puisqu'il me semble que cette question du télétravail, qui est en fait une question un peu plus large, qui est la question de l'isolement qu'on peut avoir dans une société. Il me semble que c'est cette semaine, les petits frères des pauvres, me semble-t-il, ont sorti un rapport sur l'isolement social, en mettant en avant que ça va être une des grandes problématiques à venir. On a déjà, je crois, 1 million de personnes qui ne voient pas, ou en tout cas qui n'ont pas des contacts quotidiens avec quelqu'un. Donc cette question du télétravail, elle se pose dans le travail, mais je pense que la question de l'isolement social, que ce soit dans le travail ou dans la société, est une question fondamentale. Et on est en train de réfléchir à des dispositifs pour lutter contre l'isolement social, c'est-à-dire quand même qui partent du postulat qu'on a créé des sociétés sans lien social. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, à mon sens, très problématique. Et pour faire le lien avec la question en tout cas des maltraitances et des maltraitances sur les adultes vulnérables, la question de l'isolement va de fait produire des maltraitances qui vont être des maltraitances à domicile, donc des maltraitances invisibles. Et effectivement, ça va être l'ensemble des secteurs du soin et de l'accompagnement qui vont observer ces maltraitances, qui vont devoir essayer de les faire cesser, de les repérer, etc., sans qu'on soit pour l'instant organisé collectivement pour pouvoir le faire. Les gens ne sont pas formés, le problème est à mon avis sous-évalué ou en tout cas pas assez pris en compte par les pouvoirs publics, et il y a un véritable point, à mon avis, de travail collectif sur ces éléments-là. En fait, sur Covid et télétravail, pour moi, je le pense comme une interrogation sur ce que c'est que la présence, au fond. Je commence pour le Covid 2 secondes. Sur, en fait, ce qui était en jeu autour de la question la question de la Covid est intéressante parce qu'elle a été une crise considérable. Et en fait, c'est une crise sur qu'est-ce que ça veut dire faire ensemble, justement, ou être ensemble. Et donc, j'en profite pour dire, pour dire en fait qu'à quelle occasion, en fait, on peut se redire ce qui compte. Bien, on peut le faire sur 3 registres. On peut le faire sur le mode tragique, on peut le faire sur le mode épique, et on peut le faire sur le mode comique. Le Covid, ça a été sur le mode tragique. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une déflagration qui fait qu'on ne sait pas quoi faire, mais en même temps, il faut y aller. Donc, c'est un lieu... Donc le tragique, parce que sur fond de morbidité, c'est un lieu en fait de redéfinition de ce qui compte. De temps en temps, ça peut être aussi sur le mode de l'épopée. Hein. Il y a quand on crée quelque chose, quand on invente un nouveau service, quand on a une créativité, il y a des épopées dans le champ professionnel où on se dit aussi, là, quand on fête un départ en retraite, quand on se redit voilà ce qu'il a été comme professionnel, il y a une manière de se redire ensemble ce qu'on fait ensemble. Et puis, il y a la question du comique. Disons aussi qu'il y a des situations
tout n'est pas tragique dans le monde du soin. Et au fond, sur le mode du comique, il y a des situations où, en rigolant, au fond de ce qu'on fait, il y a une forme de joie à être. Ça c'est pour resituer un tout petit peu. Alors, sur la question du télétravail, donc la question de la présence, bon, il y a plein d'enjeux. Hein. Il y a la question de la refiguration des collectifs de travail, si on est là et on n'est pas là, donc qui est une vraie question en termes de qu'est-ce que ça veut dire faire équipe quand il y a cette distance. Hein, mais en fait, je ne vais pas développer ce point. Il y a un point sur lequel je m'arrêterai, c'est que c'est très ambigu, cette notion de télétravail, notamment lorsqu'il s'agit des métiers du soin qui exigent et appellent de la présence. Donc, qu'est-ce que ça serait de la téléprésence? Qu'est-ce que ça serait de la télésurveillance? Enfin, tous ces trucs, en fait, qui existent. Hein. Il y a du business autour de ça. Hein. Mais en fait, moi, ce que j'observe, c'est que cette question du télé, ça peut rassurer. Hein. Il y a cette idée que finalement, si à distance, on peut voir pour savoir et pour pouvoir... alors c'est le grand rêve, au fond, du panoptique, à sa manière, hein, continuer par une autre voie. Mais en fait, il y a cet aspect-là, mais il y a un autre aspect, c'est que ce qu'on observe dans les pratiques en fait, de télétravail et de télémédecine en particulier, c'est qu'en fait, ça remplace pas, ça n'annule pas la distance, ça refigure les métiers. C'est qu'en fait, quand vous créez une consultation de télémédecine, par exemple, certes, le médecin, il n'est pas là, donc on va dire, ça y est, on franchit les barrières d'espace, enfin, on lutte contre les déserts médicaux, mais en fait, qui va s'occuper de la mise en contact entre celui qui va bénéficier de la télésurveillance, enfin de la téléveillance plutôt. Donc autrement dit, il y a un déplacement des charges. Autrement dit, ça refigure les métiers, ça les remplace pas en fait. Donc donc ça questionne qui est-ce qui va faire le travail de présence que que le télésoin n'assurera plus. Et donc ça a une vraie question. Je serais sur le mode interrogatif. Oui, alors ce qu'on oppose au télé, c'est-à-dire à ce qui est éloigné, hein, en grec, télos, c'est ce qui est. Nous, ce qu'on développe au niveau du management aujourd'hui, c'est plutôt la proxémie, c'est-à-dire c'est tout le contraire. C'est qu'est-ce qui fait qu'on peut être proche dans une action d'accompagnement. Alors, je vais quand même parler de la crise du Covid aussi, comme ça. La crise du Covid, elle a révélé quelque chose de très important pour les organisations sanitaires et sociales. Qu'on savait déjà depuis von Bertalanffy et la théorie des systèmes, hein, c'est qu'un système optimal, un système optimisé du point de vue de la gestion, ne peut pas se reconfigurer face à l'imprévu. Si vous voulez vous adapter dans une situation de crise, si vous voulez faire preuve d'inventivité et de créativité face à de l'inédit, vous êtes obligé d'utiliser des ressources qui n'étaient pas prises en compte dans le système de gestion en place. C'est extrêmement intéressant. Un système optimal, il est fragile. Il est donc vulnérable. Donc, face à la vulnérabilité des personnes, moi, j'oppose la question de la vulnérabilité des organisations aujourd'hui. Et une organisation optimisée du point de vue de sa gestion, c'est aussi une organisation vulnérable. Or, ce dont nous avons besoin pour prendre en charge aujourd'hui des personnes vulnérables, ce sont des organisations robustes. Alors, vous avez un auteur qui est très à la mode en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Olivier Hamant, qui a développé une théorie de la robustesse organisationnelle. Et ce que nous dit Olivier Hamant, c'est très amusant, c'est qu'il dit qu'en gros, pour qu'une organisation soit robuste, qu'elle soit solide et qu'elle puisse tenir face à des aléas qu'on appelle le Covid ou d'autres choses, il ne faut pas qu'elle soit optimale. Il faut qu'elle ait des ressources de côté, des ressources humaines, des ressources économiques, des ressources financières. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le fait qu'aujourd'hui, dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient, pas simplement dans le sanitaire et social, la question de la robustesse soit mise sur le devant de la table. Pour expliquer qu'en fait, c'est la ressource, c'est l'idée importante pour pouvoir tout simplement permettre à des organisations de s'adapter. Mais c'est un truc qui n'est pas nouveau, c'est Sayre-Temarch qui l'avait déjà trouvé en 61. On ne va pas faire un cours de théorie des organisations ici, mais... Donc en fait, on redécouvre des choses qui avaient été un petit peu opacifiées par des outils et des pratiques qui visaient absolument l'optimisation à court terme. Donc, et puis le Covid, il a révélé aussi que la vraie force du système, c'était la qualité relationnelle.
Et ça, c'est très difficile de préserver la qualité relationnelle quand vous êtes en télétravail. Ça permet de l'entretenir. Mais vous ne pouvez pas créer du lien en télétravail, vous pouvez le maintenir. C'est un appauvrissement. Donc à utiliser de manière modérée. Merci pour ces réponses et cette ouverture sur la robustesse. Je propose qu'on passe aux questions dans la salle pour avoir suffisamment de temps pour en prendre plusieurs. Je vois qu'il y a une personne là-haut. Si vous pouvez vous présenter brièvement avant de poser votre question pour qu'on situe. Bonjour, donc je travaille, je suis cadre de santé, cadre de rééducation dans l'établissement SMR de la région. Je m'interroge en fait sur le bien-être au travail collectif et le bien-être au travail individuel. Parce que finalement, la vigilance institutionnelle par rapport aux professionnels de façon individuelle, elle est aussi beaucoup portée par les professionnels en fait. Et comment est-ce qu'il y a cette articulation entre l'organisation collective d'un travail qui prenne en compte les individualités de chacun en termes de bien-être et de souhait. Je ne sais pas si j'étais très claire. Je sais pas. Ça renvoie à la question donc, du prendre soin des individus. Mais là, vous pensez bien, vous, aux professionnels, pas forcément aux personnes, aux malades ou autres. C'est toutes les théories du care, ça. Donc vous avez... c'est Joan Tronto qui a travaillé sur ce sujet-là et qu'on essaye, dans le domaine de la recherche en ressources humaines, de transférer aujourd'hui dans des pratiques. Mais pas forcément, paradoxalement, dans les établissements de santé, mais moi je le vois dans des PME qui sont dans de la tech, voilà, pour reprendre un exemple qui est très très différent, et qui n'ont pas peur de réfléchir sur un management qui intègre justement cette prise en compte des attentes individuelles. Alors si vous prenez le modèle de Joan Tronto, ce modèle du care, ça se décline en 4 points. Et d'abord, c'est caring about, donc c'est l'attention. Donc comment, moi, manager, je me situe du manager vis-à-vis de ses collaborateurs et collaboratrices. Comment, moi, manager, je me préoccupe de l'autre, je reconnais son existence et ses besoins. Première chose. La deuxième dimension du care, c'est le taking care of. Donc ça, c'est la responsabilité. J'assume. Mais pas le « on assume » comme on entend très souvent pour dire « non, mais c'est le collectif qui assume, mais moi je ne prends pas ». Non, c'est comme cadre, je prends ma part. Donc je suis capable aussi d'aller dire non face à un moins de plus un, ou à une agence, ou à un conseil d'administration. La troisième dimension du care, c'est la compétence, le caregiving. Le travail effectif du soin, le travail bien fait. Un cadre qui fait bien son travail aujourd'hui, il n'a pas besoin de passer son temps sur des plannings. L'IA générative le fait très bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui passent une grande partie de leur temps à faire des plannings. Ils vont pouvoir se libérer du temps à revenir concrètement auprès des équipes. Excusez-moi, je provoque, c'est pour vous réveiller. Et puis, la quatrième dimension du care de Tronto, c'est le care receiving. Et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que vous avez tendance à oublier dans le monde du soin, de la santé et du médico-social. C'est la capacité de réponse. Recevoir le soin, être sensible à ses effets. Que dans d'autres contextes et à d'autres époques, Marcel Mauss appelait dans le contre-don. Et peut-être qu'effectivement, les professionnels du soin en général sont beaucoup dans le don dans un cadre professionnel, mais s'empêchent aussi de pouvoir recevoir à leur tour. Et il y a des espaces aussi qui peuvent être créés à partir de là. Alors bien sûr, une fois que vous avez défini ces principes-là, il y en aurait d'autres des modèles. On pourrait parler de l'approche des capacités de Martha Nussbaum ou autre, mais je ne vais pas tout développer. Mais ça veut dire qu'en fait, il s'agit systématiquement de donner de la valeur à la relation.
Et quand je dis donner de la valeur, c'est une valeur économique, c'est-à-dire être capable de mesurer que le temps que vous passez auprès des professionnels de santé a un impact très concret sur leur état de santé. Ça se mesure facilement, l'absentéisme, la maladie, les accidents de travail, enfin, tous les indicateurs RH qu'on a classiquement, vous pouvez les connecter aussi à un type de management. Les quelques expériences, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques expériences qui montrent que les managers, que les situations concrètes où les managers et manageuses prennent soin de leurs collaborateurs, ou des soignants, il se trouve que ces gens-là, ils sont en meilleure santé. Bah oui, c'est assez incroyable. Dans une unité de soins palliatifs, on est venu me voir il y a quelques temps, on a conduit de recherche là-bas, on disait, bon, on ne comprend pas, depuis qu'on a mis en place de l'art-thérapie, les soignants vont mieux, mais de l'art-thérapie pour les patients. C'était pas le but, quoi. Donc moins de turnover, moins de démissions, moins d'épuisement. Alors on a conduit une enquête, on est allé voir ce qui se passait, on a interrogé. Et puis il se passait que dans les chambres des malades, il y avait des objets qu'ils avaient produits dans le cadre de l'art-thérapie. Ça peut être un texte, une poésie, une peinture, n'importe quoi. Le soignant, le professionnel qui arrive dans cet espace-là, et qui mécaniquement est programmé pour dire à la personne en fin de vie, bon, ben, où est-ce que vous en êtes de votre douleur, en gros, hein? Ah ben tiens, c'est quoi cet objet? Vous comprenez, j'ai passé du temps, j'ai écrit, je me suis remis à faire de la peinture, ça raconte une partie de ma vie. Ça permettait de réintroduire dans la relation soignant-soigné, des dimensions qui avaient été complètement occultées. Parce qu'elles étaient réduites au seul champ technique qui avait été assigné à ces professionnels-là. Eh bien, en restaurant des dimensions beaucoup plus globales dans la qualité de la relation avec les professionnels et des patients en fin de vie, c'est quand même pas les situations les plus simples, n'est-ce pas? Les professionnels se sont rendus compte, les soignants se sont rendus compte, en fait, de toute la dimension de ce qu'ils apportaient. Et paradoxalement, ça a restauré aussi l'approche globale de la prise en charge et du soin qu'ils pouvaient donner à des personnes soignées. Eh bien, cette simple mise en place qui a permis de recadrer la relation et qui a été encadrée et pilotée par l'encadrement, vous vous en doutez, a eu un impact indirect sur l'état du bien-être des professionnels. La conséquence est la suivante. Si vous voulez, vous, comme cadre soignant, médico-soignant ou sociaux, améliorer le bien-être de vos collaborateurs ou des équipes, mais arrêtez de leur proposer des séances de shiatsu ou je sais pas ce qu'on peut, ou du yoga, ou ce que vous voulez. Vous pouvez le faire. Ça va vous donner bonne conscience. Ça donnera bonne conscience aussi à l'organisation. Et ça renvoie aussi à ce que Jean-Philippe évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la dimension individuelle du bien-être. Or, la problématique du bien-être, c'est une problématique collective. Donc la question du shiatsu, c'est pas mal, pourquoi pas, donnons-en, mais il ne faut pas que ça autorise l'organisation à se cacher derrière son petit doigt en disant finalement, hein, on a donné des petites solutions de bien-être à nos collaborateurs qui sont fatigués, maintenant nous on a fait notre job. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est ailleurs. Il consiste à dire, mais non, comment effectivement on peut redonner de l'espace à une relation qui capte ces capacités de réponse-là. Mais j'ai trop parlé, c'est un peu de l'espace. Oui, on peut garder le temps pour deux autres questions, je pense même. Bonjour, je suis Martine, cadre de santé en EHPAD. Merci déjà pour vos interventions très, très riches. Moi, c'est plus dans des réflexions. Le collectif, l'équipe, la team, on appelle ça comme on veut. À l'origine, le collectif, c'est un ensemble de personnes. Si la définition d'un collectif, d'une équipe n'est pas donnée, comment faire pour qu'un ensemble de personnes fasse équipe? Donc, je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui d'avoir des individus qu'on amène à une équipe sans qu'on en ait compris le sens. Donc, et il y a faire équipe et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose comme être équipe?
parce que c'est en étant en équipe qu'on arrive à mener des actions d'équipe. Donc ça, c'est un premier point. Je pense aussi à une notion qu'on vit de plus en plus en structure, qui est le décalage des générations. À 50 ans, quand on recrute, on n'a pas la même vision du monde que des jeunes de 25 ou 30 ans qui arrivent. Et je pense qu'il y a une remise en question permanente à faire des formations peut-être sur les jeunes générations qui vont nous apporter des choses littéralement différentes de ce qu'on a pu avoir nous, qui sont tout aussi riches, mais tellement différentes que ça nous fait peur, parce que le changement fait peur. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire en équipe sur cette notion-là. Et j'ai le micro, j'en profite. La notion de vulnérabilité, je rebondis dessus parce que ça me passionne. Et je pense qu'un représentant, comme vous disiez, un participant, comme vous disiez, ou un soignant est vulnérable par essence même de l'individu, de la naissance de l'individu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je vous laisse répondre, peut-être réponse relativement courte pour qu'on puisse avoir au moins une autre question. Pour la dernière question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait un monde. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un monde où on fait un contre-monde. C'est-à-dire qu'il y a une question, effectivement, de qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés. Si la vulnérabilité est une condition humaine et pas simplement une situation qu'on voit toujours chez les autres. Dès qu'on commence à définir des publics vulnérables, on considère en fait qu'on n'en est pas. Donc c'est bien la conception en fait de l'idée qu'on se fait de ce que c'est que l'humain en fait qui est en jeu. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à propos des états généraux, c'est comment collectivement, nous sommes un collectif aujourd'hui, nous sommes en train de le devenir plutôt. Peut-être ce soir qu'on le sera vraiment. En fait, comment effectivement collectivement on se redit ce que serait un monde conscient de ses interdépendances et non pas sans elles. Sur le début de votre prise de parole, effectivement, un collectif, ce n'est pas une collection. Et donc, je pourrais le dire comme ça aussi, pour pas être assez rapide, mais en fait, pour passer de la collection au collectif, il faut une récollection. C'est-à-dire inventer des espaces et des temps où il est possible, ensemble, de se dire ce qui compte. Je le disais tout à l'heure, sur le mode épique, tragique ou comique, il y a un tas d'occasions. Un départ en retraite, c'est plus intéressant de ce point de vue-là qu'une séance de shiatsu. Parce qu'on se redit ce qui compte. Des fois, une crise, bon voilà. Arrête pour qu'on ait le temps. Il y a beaucoup de questions. Mais alors, très rapidement, sur le collectif, effectivement, le collectif, c'est un projet. Donc, il mérite d'être nommé, d'être désigné, et que les gens savent, en tout cas reconnaissent qu'ils en font partie. Avec, à mon avis, toujours une difficulté dans les organisations, c'est que est-ce qu'ils le reconnaissent de leur plein gré, ou est-ce qu'on met en place des éléments, entre guillemets, de management ou de conformation pour les obliger à entrer dans le cadre. Et c'est, à mon avis, une des tensions qu'on a quand on parle du happy management ou de ces éléments-là, de se dire, mais est-ce que je mets en place des choses que les gens choisissent de faire partie d'un collectif, ou est-ce que j'essaye de les contraindre par des techniques diverses et variées pour qu'ils fassent partie du collectif. Et effectivement, ça, il me semble, c'est la science des managers que d'arriver à fabriquer ce collectif-là. Sur la question des générations, je suis assez circonspect sur ces questions-là, parce que j'ai l'impression qu'assez souvent, on a des discours qui font du jeunisme, c'est-à-dire qui mettent tout un certain nombre de tares qui seraient associés à des générations et qui prennent effectivement assez souvent pas assez le temps de se poser la question en fait d'une tranche d'âge où, en gros, si on explique qu'aujourd'hui les personnes de moins de 25 ans, elles sont plus libres, qu'elles peuvent arrêter le travail du jour au lendemain, qu'elles ne cherchent pas une stabilité professionnelle, c'est aussi tout simplement parce que elles n'ont pas des enfants à 23 ans, elles n'ont pas un crédit sur le dos, et que nous, au même âge, avec la même liberté, on aurait choisi aussi ces opportunités-là. Donc il y a aussi, il me semble, des cadres structurels collectifs qui font que
les gens agissent, en tout cas ces jeunes agissent de manière différenciée, parce que le monde est différent, quoi. Et puis sur la vulnérabilité, alors moi c'est un travail que j'aimerais mener, c'est d'essayer de creuser sémantiquement ce qu'est cette question, enfin qu'on met derrière la question de la vulnérabilité, puisque nous c'est apparu qu'on a travaillé sur les maltraitances, puisque on était financé par la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui nous disait, nous, notre champ d'action, c'est les vieux et les personnes handicapées. Donc il faut que vous cherchiez sur les vieux et les personnes handicapées. Mais quand on interroge des ARS, des conseils départementaux, etc., on se rend bien compte que la question des catégories de public un peu administratifs, elle ne recouvre pas du tout la réalité. Il faudra qu'on m'explique qu'une femme âgée qui subit des violences de son mari et qui a plus de 60 ans, on la met dans la case des vieux ou on la met dans la case des violences conjugales. Donc en fait, dans la réalité, ces publics qui sont labiles, et le terme de vulnérabilité, en tout cas d'adulte vulnérable, il nous permet, il n'est pas assez pensé, il nous permet en fait de se rendre compte que les fragilités qui peuvent exister dans des publics sont pas forcément en fait dans les faits les publics qui sont reconnus aujourd'hui administrativement. Et donc là, comme bien souvent, j'ai pas de réponse à vous donner, mais j'ai une interrogation et en tout cas une réflexion à mener avec des professionnels, des personnes concernées pour essayer de préciser cette notion de vulnérabilité. Très vite, sur les questions intergénérationnelles, il ne faut jamais oublier Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Mais simplement, ils sont moins nombreux, donc ils ont le choix. Et comme ils sont moins inhibés que peuvent l'être leurs aînés, ils vous le disent, là où leurs prédécesseurs se contentaient de le penser. Voilà. Après, faut intégrer ces questions-là, mais sans leur donner plus d'importance. Moi, j'aurais une piste à vous proposer. Et si, là, je m'adresse plutôt au cadre, et si la vulnérabilité était une ressource managériale? Assumer la vulnérabilité, ça ne veut pas dire qu'on fait preuve de faiblesse. C'est reconnaître que l'organisation de soins, c'est une réalité relationnelle avant d'être une réalité technique. Et là où il y a un piège, c'est que les procédures, elles nous donnent l'illusion de l'invulnérabilité. Parce qu'on a une prise de conscience qu'on est fragile, on peut avoir le sentiment de démultiplier les procédures. Mais c'est une illusion complète. Donc, le contre-pied que je proposerais, ça serait d'assumer la vulnérabilité des organisations de soins et d'en faire une ressource de management. Et donc, sur la question du métier, j'arrête, mais c'est sur il y a un très beau texte d'Yves Clos sur entrer dans le métier, avoir du métier. Cette idée l'idée qu'on se fait en fait de soi comme professionnel, c'est toujours un travail, une mise en travail de soi, et que cette mise en travail, elle consiste en permanence de ne pas perdre de vue qu'il y a le travail tel qu'on le définit a priori et puis tel qu'on le vit, et qu'il est source d'inventivité. Mais bon, il faut arrêter. Merci. On va prendre une dernière question et puis du coup vos réponses seront aussi des réponses conclusives. Bonjour, Amandine Porcher-Sala, je suis gérontologue et j'avais une question à partir de propos que vous avez tenus, Monsieur Vinot. Vous disiez aujourd'hui, il y a très peu de situations dans lesquelles les cadres prennent soin de ceux qui prennent soin. Vous disiez d'ailleurs dans votre intervention que aujourd'hui, des pratiques managériales de cet ordre-là, elles ne sont pas encore systématiques. En fait, c'est le mot systématique qui m'avait posé question. Vous invitez les cadres aujourd'hui à pas se contenter de la séance de, je vais dire yoga sur chaise pour pas redire shiatsu. Mais qu'est-ce qui fera que demain, on ira vers des pratiques systématiques? Quels seraient les ingrédients du cuisinier? Voilà, c'est peut-être un peu long pour une dernière question. Inventer des outils de mesure alternatifs. Ne pas se contenter des outils de pilotage existants. Je pense que la clé, c'est ça. Vous ne pouvez pas... De même que ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé la lampe à incandescence. Je pense que si on veut transformer des modes de management, ou pour avoir que ce soit un management qui soit authentiquement, qui prenne soin, vous ne pouvez pas le faire avec des outils de mesure ou d'allocation budgétaire tels qu'ils existent aujourd'hui. Alors une fois qu'on a fait la critique, il faut oser proposer l'alternative.
C'est comme ça, en proposant des outils alternatifs qui passent par de l'expérimentation. Donc, par exemple, une autre mesure du temps. Comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité du temps soignant à partir de ces impacts? Mais vous voyez, par exemple, il y a des expériences qui se font aujourd'hui avec les PRUMS et les PROMS, si certains connaissent. C'est des outils de mesure alternatifs qui intègrent le point de vue des patients et qui permettent d'aller un petit peu aussi sur d'autres dimensions de ce qui peut faire la qualité d'un soin, mais surtout de l'associer aussi à des questions de budget, parce que si on n'ose pas aller jusque-là, on nous prendra pour des gentils rêveurs, mais qui ne sont pas sérieux. Donc, il faut aussi oser aller sur cette expérimentation-là. Et c'est ça qui permet la systématisation. La question n'est pas adressée, mais je répondrai autrement. D'une certaine manière, je me dis, c'est comment des collectifs de travail, des équipes, des teams, etc., elles ont des espaces-temps où il est possible qu'elles rêvent ensemble. C'est au sens, en fait, d'inventer ce que Winnicott appelait des espaces transitionnels de jeu. C'est-à-dire, il y a la logique de la procédure, elle veut, pour sécuriser, brider, maîtriser, qu'il n'y ait pas de surprise, au sens de mauvaise surprise, ce qu'on appelle l'événement indésirable. Souvent, je dis, mais finalement, ce qui nous rend vivants, c'est les événements. Donc, il faut désirer les événements, si je puis dire. Il faudrait presque inverser ça. Et donc, l'espace transitionnel de jeu, c'est comment on laisse aux professionnels, dans leur diversité de compétences et de situations, la possibilité de se réapproprier leur propre créativité, au fond. Non pas, quand je dis rêver, parce qu'on pourrait penser que le rêve, c'est le contraire du travail, hein, mais c'est la condition du travail. Hein. Prendre soin de l'onirisme du travailleur, dirait ce cher Bachelard. Bon j'ai toujours pas de réponse à votre question. Mais je vais enfoncer le clou sur les activités yoga en vous donnant 2 exemples. Une auditrice qui travaillait sur cette question-là dans son mémoire, donc elle avait mis en place, je ne sais plus si c'était massage, yoga ou quelque chose, dans un établissement de santé. Je lui dis, une des choses qui serait pas mal, c'est qu'on ait une mesure d'impact, c'est-à-dire qui ça concerne. Et donc à la fois en volume, mais aussi en termes de fonction. Et donc, pour vous la faire rapidement, après un petit dispositif d'enquête, ça concernait que des cadres qui, eux, avaient premièrement la possibilité temporelle de trouver un moment dans leur journée pour s'extraire du travail, pour pouvoir aller ou prendre rendez-vous dans l'activité. Et puis, avait une disposition, à mon avis, d'esprit de rapport au travail qui fait qu'il est possible de penser du loisir sur le travail, ce qui est beaucoup moins le cas quand on prend d'autres fonctions dans l'hôpital. Donc ça, à mon sens, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes ces activités-là, elles ont du sens, et symboliquement, elles permettent aussi à l'établissement de montrer, de communiquer qu'ils font quelque chose sur le bien-être, mais effectivement, elles sont relativement limitées dans l'impact, et puis elles peuvent produire un sentiment d'inégalité ou d'iniquité entre les différents collaborateurs et salariés qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc là, effectivement, ça demande de travailler avec les gens concrètement, c'est pour ça que je n'ai pas de réponse à vous apporter, pour fabriquer avec eux quelles sont les conditions de leur bien-être. Et l'autre exemple, il est tiré là, des services à la personne, où une directrice avait fait la même chose dans une structure associative de services à la personne. Et donc, en interrogeant une des aides à domicile, elle me dit les choses à peu près dans ces termes, en disant c'est bien, ils ont mis en place un service de massage. Oh oui, en tout cas, on peut pas dire que c'est mauvais, par définition. Mais moi, j'irai jamais, parce que mon problème, c'est le problème des temps de trajet. Je passe déjà ma vie à faire des temps de trajet. Si en plus de ça, il faut que je fasse un temps de trajet jusqu'au siège de l'association pour me faire masser, en fait, ce n'est pas ma priorité. Et donc, effectivement, là, c'est d'être en creux et de se dire, repartons de la priorité des gens. Est-ce qu'il y a des priorités communes et comment on arrive à faire émerger avec eux des solutions concrètes à leurs problèmes concrets. Donc voilà, j'ai jamais de réponse à apporter. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et ces nouvelles questions. Pour vos questions dans la salle, on va devoir conclure.
Je retiens quand même la question de l'évaluation, de la mesure d'impact aussi, voilà, qui est arrivée sur la fin, mais comme manière de valoriser aussi peut-être d'autres manières de faire, de relativiser aussi l'impact d'autres, voilà, mais qui pourront être aussi abordées dans les différentes tables rondes. Merci beaucoup.